Bonjour, on va traiter sur cette vidéo la deuxième partie du cours de thermodynamique du solide concernant le défaut ponctuel. Master optique et matériaux, semestre S2. Nous avons déjà montré qu'à l'équilibre thermodynamique, une concentration des défauts existe telle que dans le cas des lacunes, xv égale exponentielle de moins delta G de formation sur 4T, c'est la concentration donc des lacunes à l'équilibre thermodynamique, une relation idem pour les interstitiels. Nous avons aussi vu les calculs de Huntington qui ont montré que l'enthalpie de formation des lacunes est donc plus faible par rapport à celle des interstitiels. Et la conclusion était que le défaut le plus probable à l'équilibre thermodynamique serait la lacune. On continue maintenant avec la caractérisation expérimentale des défauts ponctuels et on traitera donc les expériences de Simons et Balifi. Donc Simons et Balifi, 1960, ils ont donc réalisé une expérience dans un monocristal d'aluminium et ils ont mesuré simultanément donc, la variation de longueur du monocristal et celle du paramètre cristallin. Ceci, bien sûr, à l'équilibre thermodynamique. En fonction de la température, voilà donc les expériences. Voilà donc les expériences de Simons et Balifi. Ils sont publiés dans la revue donc Physical Review 1960. Et là, on voit donc la variation de longueur ou du paramètre cristallin delta L sur R ou delta A sur A en fonction de la température. Donc, les mesures sont réalisées à l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire que l'échantillon se trouve par exemple là à 300 K et on mesure delta L, on mesure delta A. Delta L sur L, delta A sur A. Donc les mesures du paramètre cristallin et de la longueur se font à l'équilibre thermodynamique. Et donc, on voit que, en fonction de la température, la longueur ou le paramètre cristallin augmente, ceci principalement dû à la dilatation thermique, vers les hautes températures, donc à partir de là, plus que 560, on voit que les deux courbes delta L sur L se séparent de delta A sur A. Donc c'est l'interprétation de ces résultats qui vont nous permettre donc de remonter à la concentration des défauts en effet. Voilà donc interprétation de ces résultats. Donc pour pouvoir comprendre ces résultats, on va donc revenir à la lacune. Donc pour créer une lacune, on doit transporter un atome de volume oméga, un volume atomique, de l'intérieur du cristal jusqu'à la surface. Donc dans le cas de l'interstitiel, le processus est inverse. Donc le volume donc, total du cristal varie de plus oméga pour une lacune et moins oméga pour l'interstitiel. Et bien sûr, au voisinage du défaut, il y a relaxation. Donc il y a relaxation des atomes autour du défaut. Et on a une certaine variation supplémentaire qu'on appelle donc le volume de relaxation. Volume de relaxation. Pour la lacune, donc quand on crée une lacune, les atomes au voisinage de la lacune donc, se relaxent. On a une variation de volume qu'on appelle donc dVRV, volume de relaxation. Dans le cas de l'interstitiel, le volume de relaxation dVRI. Alors on va essayer de comprendre selon ce schéma donc le volume de relaxation dans le cas de la lacune. On prend un atome de la masse et on le met en surface. Donc on a un volume atomique, oméga, en surface. Le volume a augmenté de plus oméga. Les atomes donc, subissent une relaxation autour de la lacune. Donc une relaxation qui lui correspond à une variation supplémentaire de volume, dVRV. Volume de relaxation. Donc si on crée un défaut, la variation totale de volume est delta pour un défaut. Pour une lacune, oméga plus dVRV. Dans le cas général, le volume de relaxation lacunaire est négatif, alors que dans le cas de l'interstitiel, le volume de relaxation est positif.
Donc, pour un interstitiel, le volume varie de moins oméga plus le volume de relaxation. Supposons que l'on crée donc NV lacune et NI interstitiel dans un cristal contenant un atome. On prend l'état de référence un cristal sans défaut de volume N oméga. Donc on a delta V, la variation de volume, égale le nombre de lacunes fois la variation, le volume de formation de lacune, plus NI interstitiel fois le volume de formation d'un interstitiel. On remplace delta V de formation et delta F de formation pour l'interstitiel. On aboutit donc à delta V égale oméga, facteur de NV, le nombre de lacunes, moins NI, le nombre d'interstitiels, plus NV dVRV, plus NI dVIR. On divise par le volume de référence, N oméga, on trouve delta V sur V, donc ça nous fait la concentration des lacunes, moins la concentration des interstitiels, plus la concentration des lacunes dVRV sur oméga, plus XI dVIR sur oméga. Donc, on revient donc lorsque on mesure le paramètre cristallin, on va essayer donc d'analyser cette relation. Lorsqu'on mesure le paramètre cristallin en fonction de la température, on voit le paramètre cristallin augmenter avec la température essentiellement à cause de la dilatation thermique. Mais la création des défauts modifie les distances thermiques vues par rayon X. C'est la relaxation au voisinage des défauts donc, qui est responsable de cette variation supplémentaire A. On a donc, je vais juste maintenant essayer de comprendre la relation entre delta A sur A et delta V sur V. Donc pour un volume égal à L au cube égale NA au cube, on montre donc que delta L sur L égale delta A sur A égale 1 tiers de delta V sur V. Bien sûr là, je ne tiens pas compte des défauts. Donc, sur cette relation, on voit donc un terme qui fait apparaître les volumes de relaxation. XV dVRV sur oméga plus XI dVIR sur oméga. Donc ça, c'est dû à la variation du paramètre cristallin. Donc ça nous fait, si vous voulez, un tiers de delta A sur A, delta V sur V. Ça nous fait donc delta V sur V, donc delta, si on remonte à delta L sur L, puisqu'on mesure delta L sur L, delta L sur L, 1 tiers de delta V sur V, égale donc 1 tiers de XV dVRV sur oméga plus XI dVIR sur oméga, plus XV moins XI sur 3. En fait, on a pris le 1 tiers de cette relation. Et ça nous fait donc delta A, ce terme-là, donc ça correspond à delta A sur 1 tiers de XV dVR sur oméga plus XI dVIR sur oméga. C'est donc la variation du paramètre cristallin due à la relaxation. En remplaçant, donc on trouve, en remplaçant ce terme par delta A sur A, on trouve que 3 fois delta L sur L moins delta A sur A égale XV moins XI. Cette relation, on voit très bien que la mesure de la variation de longueur et celle du paramètre cristallin nous permet de remonter à la différence des concentrations des lacunes moins celle des interstitiels. Dans le cas de l'aluminium, on trouve XV moins XI égale exponentielle de 2,4 exponentielle de moins 0,76 sur 4T. Cette relation est positive, ce qui explique la prédominance des lacunes sur les interstitiels. Et si on suppose que XI est négligeable, donc cette expression donne la concentration des lacunes à l'équilibre thermodynamique. Voilà donc bien sûr dans cette relation exponentielle de 2,4, ça c'est delta S de formation des lacunes sur K, et là on aurait delta H de formation sur 4T. Ça c'est delta H de formation. Et là, c'est delta SF V sur K. Voilà, donc les résultats, donc des résultats expérimentaux, des calculs donc réalisés une fois ces expériences faites. Dans le cas de l'aluminium Simon-Sibalifi, on a donc la concentration de lacunes au voisinage de la température de fusion.
Donc on a 9,4 sur 10 000, donc presque donc 9,4 sites vacants sur 10 000. Et pour delta H de formation 0,76, 2,4 pour delta H de formation, entropie, delta H de formation lacune sur 4,4. Dans le cas de l'argent, on a 1,7 sites vacants sur 10 000, l'enthalpie de formation 1,09 et soit delta H de formation sur 1,5. Dans le cas du cuivre, donc 2 sites vacants sur 10 000, l'enthalpie de formation 1,17 et 1,5 pour la delta H de formation sur K. Influence donc ça c'est des résultats de la bibliographie, des résultats donc qui existent sur la bibliographie, donc de la littérature. Influence des défauts sur la chaleur spécifique. Donc la chaleur spécifique d'un solide à pression constante est par définition Cp égale dH sur dt à pression constante. Si je considère H0 l'enthalpie du cristal parfait et H l'enthalpie du cristal contenant n lacunes, on a H égale H0 plus n delta H de formation de la lacune. Dans cette expression, on considère que les lacunes sont indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que la création de la nème lacune ne dépend pas des n-1 existantes. Dans ces conditions, on aura Cp, donc dH0 sur dt à pression constante Cp0, plus n des delta H de formation de la lacune sur dt plus delta H de formation d de n sur dt à pression constante. Il nous faut calculer ce terme-là, dn sur dt à pression constante. Donc pour calculer cette quantité-là, on va donc en astuce essayer d'écrire que n égale n fois grand N plus petit n, c'est grand N plus petit n. Donc on multiplie, on divise par la même quantité. On fait apparaître donc QV fois grand N plus petit n, ça nous fait, donc j'en dérive cette quantité. dn sur dt, ça nous fait grand N plus petit n d de QV sur dt, plus QV de n sur dn, QV dn sur dt à pression constante, ce qui me donne là donc dn sur dt, facteur de 1 moins QV égale donc grand N plus petit n d de QV sur dt à pression constante. Soit donc, dn sur dt à pression constante, grand N plus petit n sur 1 moins QV, d QV sur dt, QV donc c'est la concentration des lacunes, et qui donc c'est exponentielle de delta H de formation de la lacune sur K, exponentielle de moins delta H de formation sur Kt, donc en calculant la dérivée, en remplaçant dn sur dt par son expression. Donc on trouve Cp égale Cp0 plus n, d de delta H de formation sur dt à pression constante, plus delta H de formation, n, d de delta H de formation de la lacune sur K sur dt, plus delta H de formation de la lacune sur Kt, moins 1 sur Kt, d de delta H de formation sur dt. Et on a donc delta H de formation de la lacune et delta H de formation supposé donc varie très peu avec la température dans ces conditions. Donc on va, ce terme vaut 0, ce terme vaut 0 et celui-là, il reste Cp est environ égal à Cp0 plus n, delta H de formation de la lacune au carré sur 4t au carré. Et on voit que Cp dépend de n et n dépend exponentiellement de t. N, concentration des lacunes, on voit donc ce de Cp varie exponentiellement avec t via n. Donc la variation de Cp avec t comprend un terme qui caractérise la présence des défauts ponctuels par l'intermédiaire de n. Cp varie exponentiellement avec t. Donc si on représente Cp en fonction de t, on voit donc la contribution des réseaux à la variation du Cp et puis la contribution électronique. Et pour les hautes températures, on a donc la contribution des défauts lacunaires. C'est une variation exponentielle. Le cas donc du tungstène expérimental. On passe donc à l'influence des défauts ponctuels sur la résistivité électrique. Donc la résistivité électrique est donnée par donc, des matériaux métalliques, bien sûr, dans les métaux. Est donnée par ρ égale ρI, ici les impuretés, plus ρL donc les lacunes, les défauts lacunaires,
plus ρ I de t. Là, on étudie donc la contribution des défauts à la résistivité électrique donc, à l'équilibre thermodynamique. On suppose que le défaut le plus probable, c'est la lacune. Donc ça nous fait ρ égale ρ I plus ρ des lacunes plus ρ I de t. ρ I de t, c'est un terme qui dépend de l'agitation thermique. Donc c'est la contribution des phonons. Contribution des phonons. Donc si on fait tendre t vers 0, ce terme tend vers 0. Donc si on réalise des mesures de résistivité électrique à basse température, on aura ρ égale ρ I plus ρ L dans le cas d'un métal pur, donc ρ égale ρ L en principe. Donc les impuretés, voilà. Donc voilà, ρ I contribution des impuretés, ρ L égale contribution des lacunes. Donc si on représente ρ en fonction de T, bien sûr ρ augmente avec la température, et à haute température, on a contribution des lacunes. Augmente à cause de l'agitation thermique, le terme ρ I de T augmente là. On démarre à 0 si on n'a pas d'impureté, donc si on a en principe, en théorie, donc si on n'a pas d'impureté, on démarre à 0, si on a des impuretés, donc ça, cette partie-là, c'est la contribution des impuretés. Et là, vous avez la contribution des lacunes dans le réseau agitation thermique. Voilà donc concernant la résistivité électrique. On passe directement à l'étude des défauts ponctuels hors équilibre thermodynamique. On a vu donc l'étude des défauts ponctuels à l'équilibre thermodynamique. On a bien vu que cette étude, vous voyez très bien que ce sont des études très délicates. On doit faire des mesures en équilibre thermodynamique, par exemple, un traitement thermique 400 degrés, on doit mesurer delta L, on mesure delta A, on mesurer le paramètre cristallin, la longueur, changer de température 600 et donc réaliser des expériences en équilibre thermodynamique. Ce sont des mesures très délicates, difficiles à réaliser. Pour cela, donc, on peut penser à étudier les défauts ponctuels hors équilibre. Et donc, il est plus facile d'étudier les défauts produits dans des situations où ils sont hors équilibre thermodynamique. Les méthodes les plus utilisées pour produire les défauts hors équilibre sont la trempe et l'irradiation. La trempe, donc on maintient un échantillon à une température initiale TI, température haute bien sûr, à laquelle on a une certaine concentration de lacunes, de défauts, et on le refroidit rapidement, donc on le trempe. Il s'agit d'une trempe, donc on le maintient à une température TI, de telle manière, bien sûr, qu'il y a équilibre thermodynamique, et on essaye de le ramener à TF, donc rapidement, de telle sorte qu'il n'y ait pas théoriquement une évolution de TI à TF. Essayez de geler l'état de haute température à basse température TF. On essaye de geler cet état. Et donc, une fois la trempe réalisée, on utilise une propriété physique, la mesure d'une grandeur physique qui nous permet donc de suivre l'évolution de ces défauts. On utilise en général la résistivité électrique. Donc, pour étudier les défauts retenus par trempe, c'est la mesure de la résistivité électrique car elle est facile à mettre en œuvre et donc très sensible en plus à la présence des défauts. Je rappelle que la résistance égale ρL sur S. Donc si on a un échantillon métallique de section S et de longueur L, donc on a la résistance R égale ρL sur S. Mesurant sa résistance électrique, on peut remonter à sa résistivité, donc ρ, par mesure de sa longueur et de sa section. Et donc remonter à la résistivité électrique. Donc les mesures, bien sûr, sont faites à basse température dans le but de faire tendre la contribution de l'agitation thermique vers 0. Donc voilà. Donc des études dans ce sens, des études effectuées sur des échantillons trempés, donc a permis la détermination du volume de formation. Donc ça nous a permis de déterminer le volume de formation. On sait donc la résistivité électrique est proportionnelle à la concentration des lacunes et à la résistivité d'une lacune ρV, on l'appelle ρV. Donc résistivité d'une lacune ρV et la concentration des lacunes. La mesure de la résistivité nous permet donc
d'avoir une relation proportionnelle à IQV rho V. Le paramètre cristallin est proportionnel à la concentration des lacunes et au volume de relaxation, dVr. Donc si on connaît rho V, on peut calculer la concentration des lacunes. Et donc, via le paramètre cristallin, on peut calculer dVrV. Donc, on peut calculer dVrV. Voilà donc des mesures donc, qui remontaient bien sûr au volume de formation. Des mesures réalisées dans différents métaux, donc c'est des valeurs de la littérature. Dans le cas de l'or, on trouve un volume de formation des lacunes qui va de 0,5 à 0,65. Dans le cas du platine, 0,58 à 0,76, donc le volume atomique, delta V de formation rapporté au volume atomique. Dans le cas de l'aluminium, 0,5 à 0,62, d'autres déterminations qui donnent 0,95, l'indium 0,39. Un autre moyen de créer les défauts, c'est l'irradiation. L'irradiation, donc, c'est un moyen plus commode pour créer des défauts ponctuels. Donc, ils sont produits par le déplacement des atomes, des solides, sous l'impact d'un projectile. Donc, ces projectiles peuvent être des électrons avec une énergie de l'ordre d'un MeV, des électrons rapides, énergie de l'ordre d'un MeV. Là, on va créer ce qu'on appelle les paires de Frenkel. C'est-à-dire qu'un atome déplacé prend une position interstitielle. La lacune et l'atome en position interstitielle s'appelle paire de Frenkel. Donc on crée une concentration de paire de Frenkel, de lacune et interstitielle à égale concentration. Donc à chaque fois, on déplace un atome, si on est à basse température bien sûr, il est gelé dans une position interstitielle. On appelle ça les paires de Frenkel. On peut aussi donc créer des défauts par des par l'irradiation neutrons ou donc des neutrons rapides, énergie de l'ordre d'un MeV, des ions. Là, on crée des cascades de défauts. Voilà donc. Donc, ces défauts d'irradiation sont créés à basse température afin d'être gelés. Donc, on va créer une concentration de défaut. On envoie un faisceau d'électrons par exemple. Pendant un certain temps, on crée une concentration de défaut à basse température, par exemple à la température de l'hélium K ou de l'hydrogène liquide. Et par récuit, on peut donc caractériser ces défauts au cours de leur élimination par la mesure d'une propriété physique. Donc en général, on utilise toujours la résistivité électrique car très sensible aux défauts ponctuels. On va revenir sur cette partie-là une fois qu'on aura vu la migration des défauts. La migration des défauts, enthalpie de migration. Donc un défaut, une fois créé, donc un défaut peut migrer dans un cristal. Donc les lacunes qui sont créées sur des sources telles que la surface ou les dislocations, donc sautent de site en site de façon à ce qu'en moyenne, la probabilité de présence en un site soit égale à la concentration d'équilibre du cristal, XV. Si j'appelle delta Gm enthalpie libre de migration de la lacune, donc c'est l'enthalpie nécessaire pour faire sauter une lacune, delta G de migration égale delta H de migration moins T delta H de migration. Donc enthalpie de migration, entropie de migration. Donc, bien sûr, faire sauter une lacune de gauche à droite revient à faire sauter un atome de droite à gauche. Donc, l'atome concerné par le saut. Donc, un atome qui saute de droite à gauche lui correspond à une lacune qui saute de gauche à droite. Voilà donc ma lacune qui est là. Et donc, la lacune. Et donc, le saut, une fois le saut, donc la lacune saute et l'atome qui est là revient à sa position. Donc la lacune qui va sauter ici, cet atome revient là et la lacune vient ici. Bien sûr, il y a une perturbation autour puisque
les vibrations. Une fois que la lacune a l'énergie suffisante, delta G de migration suffisante, pour qu'elle puisse sauter, et donc le saut ait lieu. Et donc, voilà. Des calculs de delta H de migration ont été effectués dans le cuivre, donc toujours la littérature, ont conduit à la lacune. Dans le cas de la lacune, 1 électron-volt. Dans le cas de l'interstitiel, 0,1 à 0,3 électron-volt. Et là, on voit que l'interstitiel est très, très mobile. Ces calculs montrent que l'interstitiel est très, très mobile par rapport à la lacune. Donc, on rappelle que l'enthalpie de formation de l'interstitiel est très grande, donc elle demande beaucoup d'énergie pour être formée, mais elle demande très peu d'énergie pour migrer. Donc elle est très mobile par rapport à la lacune. Fréquence de saut d'un défaut. Fréquence de saut d'un défaut. Donc pour qu'un défaut puisse sauter d'un site à un autre, donc il faut bien sûr lui fournir l'énergie de migration delta G de migration au cristal. Donc delta G de migration, donc c'est la barrière d'énergie à franchir. Donc la probabilité pour qu'un saut ait lieu peut être considérée comme la probabilité d'un état par la théorie de Boltzmann. Donc elle est donnée par exponentielle de moins delta G de migration sur 4T. La fréquence de saut est proportionnelle à cette probabilité, à cette quantité. Les atomes vibrent sur leur site comme des oscillateurs, soit nu-bar, on appelle nu-bar la fréquence de ces oscillations. Donc faire sauter la lacune, c'est équivalent à faire sauter l'atome concerné par ce saut. Donc la fréquence ici de la lacune serait celle de l'atome. Donc on peut donc écrire que la fréquence de saut des lacunes, lacunaire, égale nu bar, exponentielle de moins delta G de migration sur 4T. Si j'écris que delta G de migration égale delta H de migration moins T delta H de migration, j'aboutis à cette relation. Oméga, la fréquence de saut lacunaire, nu bar, exponentielle de delta H de migration sur K, exponentielle de moins delta H de migration sur 4T. On prend comme valeur de nu bar celle de Debye, voire cours de physique du solide, car elle représente une certaine moyenne des fréquences réelles. Donc on revient à l'étude expérimentale de la migration des défauts. Donc nous avons vu que la trempe et l'irradiation permettent d'introduire des défauts ponctuels au équilibre dans le cristal. Donc on l'écrit à basse température. Donc ils sont gelés, ils sont dans un état stable, hors équilibre bien sûr. Et on peut les rendre mobiles. Comment on peut les rendre mobiles? Si en essayant de porter le cristal, l'échantillon, à une température supérieure, donc à haute température. Donc on tend alors à éliminer les défauts qui sont en sursaturation. Donc, puisque les défauts sont hors équilibre, c'est des défauts qui n'existent pas à basse température, et donc si sont en sursaturation, une fois qu'on chauffe, on aura tendance à les éliminer. Donc ceux-ci vont disparaître vers les puits du cristal, les dislocations, surface, où ils peuvent aussi précipiter pour former des amas de défauts. Une lacune rencontre une lacune pour former une bilacune, ou trois lacunes, trilacunes, etc. Elle peut même être piégée par une impureté ou une lenticelle, etc. Donc, chaque défaut a une enthalpie de migration caractéristique, et les mobilités de ces défauts donc, seront très différentes à une température donnée. Donc, pour une température donnée, les mobilités sont différentes, et donc on va faire bouger quand on chauffe de peu en peu. On fait donc bouger tout d'abord le défaut le plus mobile, ensuite le moins mobile, etc. Donc bien sûr, la caractérisation se fait par mesure de la résistivité électrique. La détection donc, de toute variation ou de quelque chose qui bouge se fait par mesure de la résistivité électrique au cours d'une série de réquisochrones. On va voir ce qu'est des réquisochrones. Donc une série de réquisochrones, on réalise
Par exemple, ici, on a créé une concentration de défaut à basse température, par exemple 20 K. À 20 K, on a créé une concentration de défaut et on va essayer de chauffer l'échantillon, par exemple, de 5 K en 5 K. Donc, on le met à 25 degrés pendant 5 minutes, 5 minutes, donc 5 degrés, 5 minutes. Une fois 5 minutes terminées, on le trempe, on mesure la résistivité électrique à 20 K. On le chauffe à 30 degrés, on ajoute donc 5 degrés, 5 minutes, on trempe, on mesure la résistivité à 20 K. Encore, donc on augmente la température de 5 degrés, 35, 5 minutes, 20 K. 40 minutes, 5 minutes, on trempe, fume du. Ça, c'est une série de recueils isochrone. Donc A égale, vous avez par exemple des pas delta T et delta T en temps, par exemple 5 degrés, 5 minutes. Voilà, donc en réalisant ces recueils isochrones, on peut donc tracer la variation, l'excès de résistivité. Donc l'excès à T égale 0, on a delta ρ. Delta ρ, ça c'est l'excès dû au défaut des radiations. Donc delta ρ, c'est ρ moins ρ0. ρ0, c'est avant irradiation. Et après irradiation, on a ça. Ça c'est l'excès, ce qu'on appelle l'excès de résistivité. Après irradiation, après trempe. Donc ça c'est l'excès. Et on va donc les recueillir, le traitement thermique. Quand on fait des traitements thermiques, là, rien ne bouge. Et quand quelque chose bouge, donc on a tendance à restaurer l'échantillon. Des choses, donc, quelque chose bouge. Et puis on a un maximum. Ensuite, ça varie, donc maximum, etc. Si on dérive cette courbe, si vous voyez très bien que les pentes sont négatives, si on fait un signe moins, on aura des maximums vers le haut avec un signe moins. On aura donc des maximums, on aura donc des maximums, on aura donc des pics, et ces pics donc sont caractérisés. Chaque pic correspond à la migration d'un défaut. Donc en général, il a été prouvé que dans le cas des défauts d'irradiation à basse température, le pic de basse température, c'est tout d'abord l'interstitiel, et vers haute température, c'est plutôt la lacune. Donc voilà, donc sinon, on doit donc interpréter les résultats par différentes méthodes physiques. Voilà, donc là, quelques valeurs expérimentales des enthalpies de migration obtenues en étudiant les cinétiques d'élimination de sursaturation des défauts. Donc, je vais me limiter à delta H de migration, ça c'est la bilacune et la trilacune, sinon je me limite à la monolacune. Dans le cas de l'aluminium, on trouve une enthalpie de migration de 0,65 électronvolts. Dans le cas de l'or, 0,83 à 0,89 électronvolts, etc. Donc le cuivre, 0,71 à 0,74. Le molybdène, 1,6 électronvolts. Donc on fait une remarque. Plus la température de fusion est élevée, grande, plus l'énergie de migration des défauts est élevée. C'est-à-dire que normalement, les liaisons sont plus fortes quand la température entre atomes, quand la température de fusion est très grande. Donc en général, ce n'est pas le cas, mais en général, l'énergie de migration du défaut, plus la température de fusion est grande, plus l'énergie de migration des défauts est élevée. Autodiffusion des atomes. Autodiffusion des atomes. Donc, mécanisme de diffusion. Je vais m'intéresser aux mécanismes qui nous intéressent en général. Donc, la diffusion, c'est quoi la diffusion d'un atome? C'est-à-dire son déplacement dans le cristal. Donc, bien sûr, ce déplacement atomique dans le cristal se fait par un mécanisme. Et ce mécanisme fait en généralement intervenir les défauts ponctuels. On envisage plusieurs mécanismes élémentaires de migration atomique. Par exemple, un mécanisme d'échange avec une lacune. Donc, un atome qui s'échange avec une lacune, c'est le mécanisme lacunaire. C'est le mécanisme qui se produit en général quand il s'agit de l'équilibre thermodynamique. Déplacement de l'atome de site interstitiel en site interstitiel. Donc un atome dans une position interstitielle va se déplacer vers une autre position interstitielle, ça, ce qu'on appelle interstitiel direct. Et puis, par séquence, un déplacement de l'atome par séquence,
c'est-à-dire un site substitutionnel vers un site interstitiel, etc. Donc, substitutionnel, interstitiel, substitutionnel. Donc ça, et puis il y a d'autres mécanismes plus complexes, mécanismes faisant intervenir un chorodion. Vous regardez donc la figure, mécanisme que vous avez donc dans le cours, mécanisme faisant intervenir une relaxation, échange direct de deux atomes, et puis cyclique, échange cyclique et coopérative. Donc on montre que seuls les trois mécanismes, les premiers mécanismes dont j'ai parlé, donc le mécanisme lacunaire, interstitiel direct et par le déplacement de l'atome par séquence, seuls donc ces trois mécanismes sont clairement mis en évidence dans les métaux. Fréquence des sauts atomiques. Donc quand on considère le mécanisme de diffusion lacunaire, et je considère gamma la fréquence de saut d'un atome vers un site voisin. Donc, pour qu'un atome saute, puisqu'il s'agit du mécanisme lacunaire, pour qu'un atome saute, il faut qu'il y ait dans son voisinage une lacune. Et donc, le saut atomique va dépendre de la probabilité de présence d'une lacune dans le site voisin, le site concerné par le saut. Donc, pour qu'un atome saute, il faut qu'une lacune occupe le site voisin. Donc gamma est donc proportionnel à la probabilité de présence d'une lacune en ce site. Cette probabilité, la probabilité de présence d'une lacune en site, ce n'est autre que la concentration des lacunes. Si on a 1 sur 10 000, donc c'est 1 sur 10 000. Si on a donc c'est la concentration des lacunes. Donc elle est proportionnelle à la concentration des lacunes. Bien sûr exprimée en fraction atomique. Donc soit XV cette probabilité. Donc le saut de l'atome, donc il correspond au saut inverse de la lacune. Nous avons déjà déterminé la fréquence de saut lacunaire. Donc le saut de l'atome, c'est le saut de la lacune multiplié par la probabilité de présence d'une lacune au voisinage de l'atome. Donc on aura alors gamma égale la même fréquence que celle de lacune, mais elle dépend de la probabilité de présence d'une lacune en son voisinage. En remplaçant oméga, nu bar exponentielle de moins delta G de migration sur 4T, et xv exponentielle moins delta G de formation sur 4T, on trouve gamma, la fréquence de saut atomique, nu bar exponentielle de delta H de formation plus delta H de migration sur K, exponentielle de moins delta H de formation plus delta H de migration sur 4T. On fait ça. Delta H de formation plus delta H de migration, on pose ça égale delta S de diffusion de la lacune. Et delta H de formation plus delta H de migration égale delta H de diffusion de la lacune. Si j'appelle tout ça, si donc ce terme ne varie pas beaucoup, j'appelle ça donc tout ça gamma 0, exponentielle de ce terme-là, moins delta H de diffusion, c'est 4T. Avec delta H de diffusion, bien sûr, égale delta H de formation de la lacune plus delta H de migration. Et donc gamma 0, c'est ce terme-là, donc delta H de diffusion sur 4T. Cette relation donc est généralisée au cas où la diffusion se produit par des mécanismes faisant intervenir d'autres types de défauts, autres que lacunes. Donc delta H de diffusion d'un défaut égale delta H de formation des défauts plus delta H de migration. Delta H de diffusion des défauts égale delta H de formation des défauts plus delta H de migration des défauts. Description d'une expérience simple d'autodiffusion. Donc une méthode simple pour étudier les mouvements des atomes dans un solide et accéder ainsi aux paramètres caractérisant les sauts atomiques est la suivante. Donc, on va considérer donc un monocristal mince, et on va donc déposer une couche. Et donc, on va déposer donc une couche d'un isotope de l'élément dont on veut étudier la diffusion. Donc, par exemple, si on a A, on prend un radioélément A étoile, donc un isotope de A. Donc, un marqueur, si vous voulez. Donc, une
une mince couche ici, donc si vous voulez, à x égale 0. À x égale 0, on dépose une mince couche à l'échantillon, notre échantillon à étudier, et on le met dans un four. On le met dans un four pendant un temps, par exemple, T supérieur à 0,5 TF, une température assez grande pour qu'il y ait diffusion. Et on attend un certain temps. Au bout d'un certain temps, donc, le radiotraceur donc, a diffusé dans le solide. Et bien sûr, donc, plus proche de la couche déposée, on aura plus d'atomes de radiotraceur. Et quand on s'éloigne, la concentration diminue pour s'annuler à l'infini. Donc on a une sorte de... Donc voilà, on va voir ça. Donc qu'est-ce qu'on fait pour tracer cette courbe? On va donc, si on découpe après avoir fait le traitement thermique, par exemple 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, etc., on découpe l'échantillon transmince. Par exemple, si j'appelle I0, X, cet axe X, et bien sûr, par rapport à X, je coupe X1 à X2, X3, X4. Et à chaque tranche, pour chaque tranche, je mesure donc l'élément radioactif. Je mesure la concentration de l'élément radioactif. Donc il est possible de déterminer une courbe concentration-pénétration en découpant l'échantillon en tranches fines d'épaisseur comme connues donc, depuis la surface initiale et en comptant l'activité de chaque tranche. Donc cette expérience qu'on vient de réaliser est une expérience d'autodiffusion. Dans le cas où on étudierait le mouvement d'un élément, d'un atome étranger, B dans A, donc on réaliserait plutôt une expérience d'hétérodiffusion. Donc la diffusion, on va étudier en considérant les lois de Fick. Il y a donc les lois de Fick, donc l'analyse de l'expérience précédente d'autodiffusion, donc elle est donc analysée en considérant les lois de Fick. On a la première loi de Fick qui est tout simplement le flux, un flux par exemple d'atomes radiotraceurs dans le solide, égale moins d de C sur dx. Donc cette première loi de Joule, dc sur dx, donc on a un flux de concentration, on a un flux de concentration. Donc la concentration du radioélément varie avec x. Si on a un flux de concentration, si on a un gradient de concentration, alors on a un flux donc un flux d'éléments radiotraceurs ici par unité de surface et par unité de temps. Donc lorsqu'on a un gradient de concentration C d'atomes dans un solide, ce gradient induit un flux J qui lui est proportionnel. Analyse donc avec la loi de Fourier, si vous voulez. Le coefficient de proportionnalité D qui caractérise ce flux est appelé coefficient de diffusion. Donc ce coefficient D, le coefficient de diffusion, il est exprimé en mètres carrés par seconde ou centimètres carrés par seconde, etc. Donc centimètres carrés par seconde ou mètres carrés par seconde. Donc si la concentration est exprimée en nombre d'atomes par centimètre cube, le flux est un nombre d'atomes par centimètre carré par seconde. Voilà, donc facile à vérifier les unités. Or, on a la concentration, donc voilà, bien sûr, vous savez très bien que l'expérience d'autodiffusion qu'on réalise, par exemple, si je laisse l'échantillon pendant 2 heures, j'ai C de X et de 2 heures. Si je laisse 3 heures, j'ai Z de X et de 3 heures. Donc la pénétration ou la diffusion de l'eau solide dépend de X et de T. Donc la concentration est accessible expérimentalement en fonction de l'abscisse et du temps. Donc quand on découpe l'échantillon, donc on trouve la concentration de l'élément radioactif par rapport à la position et au temps, et le temps aussi de recuit.
Donc on doit obtenir une relation entre C de x de t et d à partir de la deuxième loi de Fick. La deuxième loi de Fick, donc on va considérer un volume compris de l'échantillon, bien sûr, compris entre x et x plus dx. Et on va exprimer le flux d'atomes radioactifs entrants et le flux sortant. Donc on a J de x, le flux d'atomes entrants, et J de x plus dx sortant. Et on va essayer donc de déterminer le nombre d'atomes dans ce volume. Donc le nombre d'atomes dans ce volume, J de x donc entrant, le nombre d'atomes qui sont entrés dans ce volume, moins ceux qui sont sortis, moins J de x plus dx qui sont sortis. Et bien sûr, ça c'est par unité de surface, par unité de volume, je dois diviser par dx. Et ça c'est par unité de temps, pendant dt, je multiplie par dt. Donc c'est le nombre d'atomes qui se trouvent dans ce volume élémentaire pendant dt. Ce nombre d'atomes qui se trouve ici pendant dt égale la concentration qui existe à C à T plus dt moins celle qui existait à T. Donc ça nous fait C de T plus dt moins C de T. Donc facilement ici on voit que J de x plus dx moins J de x, ça c'est dg c'est dx. Et là C de T plus dt moins C, donc c'est dc. Donc facilement on écrit là, on obtient moins d de g sur dx égale d de c sur dt. Et on sait que la première loi de Fick J égale moins d de c sur dx. À partir de là, donc, on aboutit à la deuxième loi de Fick. Donc, si on considère que d ne dépend pas de x, le coefficient de diffusion est indépendant d'x, on écrit que dc sur dt égale d carré c sur dx au carré. Donc, cette loi est trouvée en considérant donc, une évolution selon un axe. X, donc la diffusion se produit selon X. Mais quand la diffusion se fait à 3 dimensions, donc on trouve l'équation donc de Fick, la deuxième loi de Fick, dc sur dt égale d laplacien de c. Solution de la deuxième loi de Fick, k d'une couche mince. Les solutions de la deuxième loi de Fick donc, dépendent bien sûr de la géométrie des conditions limites. Dans le cas de l'expérience simple décrite qu'on vient de décrire, donc la diffusion se fait dans une seule direction et l'on peut écrire les conditions limites sous la forme. Donc à t égale 0, on a l'élément déposé à la surface, il se trouve en x égale 0, m delta de x, delta donc distribution de Dirac. X égale 0, donc on a 1, et pour x égale 0, on a 0. Donc partout c'est nul, sauf en x égale 0. Et quand t est différent de 0, l'élément radiotraceur est diffusé dans le solide. Et donc l'élément radiotraceur se trouve dans tout le solide. Si j'intègre de 0 à plus l'infini, de c de x et de t dx, c'est m. Donc la concentration de traceur radioactif que j'ai déposé à x égale 0. Donc la solution de l'équation de Fick est de la forme c de x et de t égale m sur racine de pi dt exponentielle de moins x au carré sur 4 dt. Donc bien sûr, là on voit que c'est une demi-courbe de Gauss. Demi-courbe, vous voyez très bien que la diffusion se produit dans un sens. On peut mettre deux échantillons collés donc, de part et d'autre de la couche mince déposée de radiotraceur en x égale 0. Et on aura donc une diffusion des deux côtés. On aura donc une courbe de Gauss complète et non pas une demi-courbe de Gauss. Et on voit que de cette demi-courbe de Gauss, son maximum diminue en racine de t. Donc plus que le temps augmente, plus que le maximum diminue. Diminue en racine de t en même temps que sa largeur à mi-hauteur. On montre que sa largeur à mi-hauteur, si de x par exemple est 0 sur 2, si je suis à 0, si de x de t sur 2,
Tant que sa largeur à mi-hauteur est proportionnelle, donc facile, on peut facilement montrer, on va le faire en TD, que sa hauteur donc à mi-hauteur est proportionnelle à la racine de dt. Donc la quantité racine de dt est donc une indication de la pénétration moyenne des atomes, puisque la largeur à mi-hauteur est proportionnelle à la racine de dt, donc racine de dt, donc racine de dt est souvent utilisée comme un critère d'appréciation des déplacements atomiques. Donc ça nous donne une idée sur les déplacements atomiques dans le solide concerné. Coefficient de diffusion et fréquence des sauts atomiques. Donc la quantité racine de dt est considérée comme caractérisant un parcours moyen des atomes. Un parcours moyen des atomes. Si on s'intéresse au mouvement aléatoire des particules effectuant des sauts de distance atomique de distance A, paramètre A, donc cristallographique A, avec une fréquence moyenne gamma, le processus, donc le parcours quadratique moyen de ces particules, donc le parcours quadratique moyen de ces particules après un temps t est proportionnel à, donc si pendant un temps t, chaque saut se fait pendant la période t, donc on a un nombre de sauts t sur t. Le nombre de sauts, c'est le temps donc, du parcours divisé par le temps d'un saut. Et on multiplie par la distance d'un saut, donc un saut atomique d'un saut, donc ça nous fait A au carré, T sur T. 1 sur T, c'est la fréquence. 1 sur T, c'est la fréquence atomique, ça nous fait gamma A au carré T. Et donc, racine dt, la racine dt, c'est le libre parcours moyen. Donc, ça au carré, si on élève ça au carré, dt, c'est le parcours quadratique moyen, et proportionnel à gamma a au carré t. Ça nous donne d, le coefficient de division, d égale bêta a au carré gamma. En remplaçant, donc bêta c'est un coefficient de proportionnel, en remplaçant gamma par son expression, on trouve sachant que gamma égale nu bar exponentielle de deltage de formation plus deltage de migration sur K, exponentielle de moins deltage de formation plus deltage de migration sur KT. Donc, bien sûr, A paramètre cristallin. Donc, dans le cas général, la distance de saut est une fonction de A. Bêta dépend de la structure cristallographique et du défaut responsable de la migration atomique. Donc l'expression du coefficient de diffusion, fonction de la température, est donnée par D égale bêta A au carré nu bar exponentielle de moins delta G de formation plus delta G de migration sur 4T. Et on voit donc qu'une mesure du coefficient d'autodiffusion avec la température permet de déterminer la somme des enthalpies de migration et de formation des défauts responsables du mouvement aléatoire. Par exemple, là, si je prends log de D égale log de bêta A au carré nu bar moins delta G de formation plus delta G de migration sur 4T. Si je trace log de D en fonction de 1 sur T, je trouve une droite, normalement théoriquement c'est une droite de pente moins delta G de formation plus delta G de migration sur K. Et donc ça nous permet de remonter à la somme delta G de formation plus delta G de migration qui est égal en fait à delta G de diffusion. Variation de D avec la pression. Donc D, le coefficient de diffusion D égale bêta au carré nu bar exponentielle de moins delta G de formation plus delta G de migration sur 4T. Si je prends log de D, et donc en dérivant par rapport à P à température constante, on trouve D de log de D sur dP égale D de log de A au carré sur dP plus D de log de nu bar sur dP, à T constante bien sûr, moins 1 sur 4T, D de delta G de formation plus delta G de migration sur dP. Je rappelle que DG égale VDP, donc voir cours de thermodynamique, DG égale VDP moins SDT à température constante, DG VDP, donc DG sur dP à température constante, c'est V.
Et dans le cas de dG de formation sur dP, c'est le volume de formation. Donc D de delta G de formation sur dP à T constant, c'est delta V de formation. Et D de delta G de migration de même, idem, D de delta G de migration de dP égale delta V de migration. Et les deux, ces termes donc, sont négligeables. Il reste D de log de D sur dP égale moins 1 sur KT, delta V de formation plus delta V de migration. Donc là, si on trace D de log de D sur dP en fonction de 1 sur T, pardon, là plutôt, donc à T constant, pardon, là on fixe T. Donc, pardon, si on trace ça plutôt, sinon on peut aussi le faire, donc fixer la pression, varier la température, donc à température constante, déterminer donc une série, et faire varier la pression pour une température T1. On fait donc une mesure, donc on fait ce calcul-là. Pour une autre température T2, T3, donc si on trace D de log de D sur dt à température constante en fonction de T, là on trouve aussi une droite de pente delta V de formation plus delta V de migration sur K, moins delta V de formation plus delta V de migration sur K. Donc, la dépendance en pression du coefficient d'autodiffusion permet donc de mesurer la somme des valeurs de migration et de formation des défauts responsables de la migration atomique. Voilà donc, le cours, deuxième partie du cours concernant les défauts ponctuels. Le prochain cours concernera les défauts dans les composés. Donc, je vous souhaite bonne compréhension de ce cours et au prochain cours. Merci pour votre attention.